Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Hello Amandine, bienvenue sur le podcast. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Merci, je suis trop gênée. Bah, écoute, Oh, mais non. je suis, je suis trop contente d'être là. Pour être honnête, je suis un peu stressée, donc bon, bah, c'est parti, mais j'ai l'impression d'être un peu timide alors que j'en fais tous les jours des Zooms. Mais d'habitude, c'est moi qui lance l'enregistrement, donc j'avoue que là, je suis un petit peu intimidée. Mais non, ça va bien se passer. Tu vas voir au fur et à mesure qu'on va discuter, ça va aller nickel. Comment tu vas, à part ce petit stress? Ça va très bien, ça va très bien. J'ai pas mal de projets là en cours, dont je vais parler un petit peu prochainement sur Instagram et puis probablement aussi pendant le podcast. Donc Génial. voilà, on va voir si on arrive à les aborder. Yes. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas forcément et qui écoutent le podcast aujourd'hui? Oui, alors c'est difficile parce que j'ai toujours plein d'identités en même temps, du coup j'ai la sensation. Du coup, bah, je m'appelle Amandine, ça c'est un truc qui reste toujours. Je sais pas, ça reste toujours. J'ai l'impression que j'ai eu plein de vies en fait déjà du haut de mes 27 ans. On va dire j'ai eu un parcours de vie un peu compliqué avec plein de relations toxiques, familiales, amoureuses, amicales, un peu professionnelles aussi, bref à tous les niveaux. Ça a été un peu, on va dire, très compliqué en fait, d'avancer en fait à tous les niveaux dans ma vie. Mais j'ai la sensation que j'ai réussi à faire une force à un moment donné. Et du coup, bah, je suis devenue plus ou moins sauveuse, dans un premier temps en tant qu'infirmière. Donc, je suis devenue infirmière au bloc en intérim pendant 2 ans. Ensuite, bah, j'étais aussi en même temps influenceuse parce que j'adorais le contact avec les autres. Et puis, tout à coup, il y a eu un gros boom. Je suis arrivée en voyage à Bali et j'ai eu envie de faire vraiment un travail qui me ressemblait davantage parce que là, j'avais la sensation d'être un peu sur tous les fronts en tant qu'infirmière de bloc intérimaire. Donc, partout en même temps, mais nulle part vraiment. Mm. Et en fait, de travailler sur les réseaux, ben, je parlais de tout, mais en même temps, pas vraiment, parce que c'était une fausse vie privée. Donc, en fait, quand je suis arrivée à Bali, il y a eu un gros, gros boom. Et j'ai décidé de travailler pour moi et de révéler des choses que j'avais jamais vraiment dit sur les réseaux. Donc, ma vraie vie privée, ce qui s'était passé dans mes tourments de vie, même si on avait déjà un tout petit peu abordé certains sujets. Et du coup, je me suis également formée au coaching et je suis devenue du coup coach en développement personnel, donc spécialisée dans un petit peu tout ce qui m'est arrivé, puisque ça m'a tellement marqué de voir à quel point bah, on était un peu démunis par rapport à tous ces sujets que bah, je me suis dit ça pouvait être pertinent en fait d'apporter encore ma petite pierre à l'édifice et de dire bah il y a une personne de plus qui peut être là dans votre parcours. Personnellement à l'époque, moi j'en voyais pas beaucoup des personnes qui étaient vraiment nichées dans mes problèmes. Donc voilà, du coup, je suis spécialisée en relations et en comportement toxique, ce qui veut dire on va dire de près ou de loin, une forme de dépendance affective, parfois jalousie amoureuse. Ça va être de la violence sous toutes les formes, Mm. malheureusement. Il va y avoir des problèmes de confiance, d'estime de soi, mais c'est très vaste, donc je vais m'arrêter là. Ouais. Voilà. Ok, merci pour cette présentation. Qu'est-ce qui a fait que tu es partie à Bali en fait et que du coup tu as eu ce changement dans ta vie? Bah, clairement, c'était le burn-out qui me guettait parce Ok. que je sortais de très longtemps en thérapie par rapport à certains des événements de ma vie qui m'ont un petit peu poussée. Et d'ailleurs, bah, finalement, j'en suis très reconnaissante aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était vraiment un tournant à tous les niveaux ce moment-là et je m'étais un peu enfermée dans le travail en même temps. Je travaillais sur 2 agences, c'est pas très bien, 2 agences d'intérim en même temps pour faire un max d'heures en tant qu'infirmière au bloc. Et en plus de ça, sur mes jours off en tant qu'infirmière, j'étais influenceuse, donc je n'arrêtais pas. Voilà. Et du coup, bah, en fait, j'ai fini par un peu, bah, pas péter un câble, mais j'étais sur le point de. Et Mhm. moi, je me disais, t'es à vif, quoi. Vraiment, j'étais à fleur de peau. Et je sentais que cette destination m'appelait parce que j'avais vu plusieurs personnes partir là-bas et il y avait plein de choses qui m'attiraient. J'étais là, ouais, j'ai trop envie d'y aller, j'ai trop envie d'y aller. J'avais du mal à dire non au travail. Et un jour, j'ai vraiment dit stop et je pars. Et je suis partie toute seule, donc à 12 000 kilomètres à Bali. Et à partir de là, en fait, bah, tout a changé. Oui, si je peux Ok. dire. Voilà. Voilà. Et du coup, quand tu es partie en mode à durée indéterminée ou tu avais toujours ton poste, enfin, Non, alors j'avais prévu de rentrer en juin à la base, donc je suis ok. partie il y a 2 ans, presque exactement, puisque c'était début avril, il y a 2 ans.
Et ça faisait déjà depuis février que je voulais partir, mais j'arrivais pas à dire non aux missions Hmm. j'arrêtais pas de dire oh, bon, ok, allez, encore 15 jours, allez, encore un mois. Puis en fait, après, j'ai dit bon, avril, je suis plus là, hein. Mais on a quand même réussi à me gratter quelques jours début avril. Et en fait, je suis partie direct après. Et au final, non, j'avais dit en fait au travail, aux missions intérim, etc., que je revenais, qu'on pouvait me reproposer des missions à partir de juin, mi-juin ou fin juin, je crois, fin juin. Et j'avais pris un billet en flexible. Et au final, je ne suis pas du tout Hmm. rentrée. Donc voilà, je suis allée au bout de mon visa et voilà. Ok, ok. Bah, tu vois, c'est intéressant de savoir tout ça parce que finalement, bah, je te suis, mais en fait, j'ai pas cette période de ta vie et tu sais pas finalement tout ce qui s'est passé et tout. Donc, c'est trop intéressant de pouvoir échanger avec toi et savoir tout ça. Et oui, du coup, là, on fait tomber les masques. Et oui, Instagram, Ouais. au passage, on en profite pour dire que c'est pas la réalité, ça tout le monde le Mm, dit. Et en tout cas, quand on est vraiment concerné ou quand on est comme ma meilleure amie, on voit à quel point c'est faux, c'est mm, fake, c'est une mise en scène de la vie et c'est une fausse vie privée. Moi, j'aime bien dire ça parce que, en fait, il y a la vraie vie privée, celle qu'on montre pas, c'est notre vrai jardin secret, celui qu'on garde pour nous et vraiment les moments de qualité avec nos proches ou nous-mêmes. Et il y a la fausse vie privée, celle pour montrer une part de vulnérabilité, comme on est en train de le faire en ce moment, ouais. parce qu'on va parler de fragilité, etc., qui permet du coup de créer des connexions. Mais attention, attention, qui dit vulnérabilité dit un peu danger, parce que on Mm, s'expose, parce que les gens puissent l'utiliser d'une forme ou d'une autre. On espère à bon escient, mais bon, ouais. on est trop prudent. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis fausse intimité, parce que, enfin fausse vie privée, et fausse intimité aussi, parce que malheureusement, il faut se protéger sur les réseaux. Et ça, on ne cessera pas de le dire. C'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Et dans ce côté-là, un petit peu, c'est la raison de mon podcast. C'est que souvent, il y a des coachs, du coup, qui montrent vraiment qu'une fausse vie privée trop belle, trop idyllique. Et moi, ça me gêne un petit peu parce que j'ai échangé avec certaines femmes qui m'ont dit, mais oui, mais de toute façon, quand tu es coach, toi, tout va bien dans ta vie. Ben non, en fait, nous aussi, ça va pas. Et nous aussi, parfois, on doit faire preuve de vulnérabilité. Et donc, en fait, par ce podcast, j'aimerais rappeler que bah, nous aussi, il y a des moments difficiles dans nos vies qui arrivent et que nous aussi, on doit les surmonter. Et donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'ai invité sur le podcast, si tu es OK, pour nous partager un petit moment de ta vie difficile et pas des moindres. Oui, parce que du coup, je t'ai dit juste avant la bombe. Alors déjà, ouais, pour commencer, vraiment, j'adore le sujet que tu as choisi et je trouve que c'est vraiment un honneur de pouvoir en parler parce que je prône ça un petit peu dans l'ombre, Mm. même si indirectement sur les réseaux, c'est un peu ce que je diffuse. On va dire que je casse systématiquement un peu l'image de coach parfaite en montrant mes galipettes où je me casse la Ouais. binette, les tailles de la journée. Enfin bref, moi je suis certainement pas celle qui va le prôner, même si malheureusement derrière, je sais qu'il y a des personnes qui m'identifient comme le plan parfait du repas, du sport, du truc, alors Mm. que pas. Et c'est pour ça que j'aime bien casser ça avec des petites stories hyper clivantes. Mais bon, après, malheureusement, je suis pas dans la tête de tout le monde et c'est un peu aussi les réseaux en général. Donc, c'est bien ce que tu fais. Et merci Alexandra de faire ça parce que franchement, en fait, il faudrait qu'il y ait systématiquement des choses comme ça pour contrebalancer l'autre côté. Ouais. Donc oui, effectivement, au quotidien, en tant que coach, ce n'est pas facile et on n'est certainement pas la toute-puissance à tous les niveaux, certainement pas. On a certes des outils, des clés, des cartes, en fait, qu'à un moment donné, on a déjà parce qu'on est en capacité de les fournir, mais c'est pas la même chose de les avoir pour soi que d'être en capacité de les fournir Mm. ou d'apprendre à d'autres personnes. C'est-à-dire que là, je vais lâcher une bombe et si toutes mes coachées m'entendent, elles vont crier dessus. Des fois, je suis très très bonne pour donner des conseils, mais très mauvaise pour les appliquer. Mm. Voilà, c'est terrible, mais en fait, j'ai une facilité à percevoir le problème. Cette facilité-là, on va dire que c'est un peu une capacité ou une forme, je sais pas, d'intelligence qui fait que dans mon travail, c'est super cool. Mm. Et après, j'arrive à le décortiquer et aider. Mais comme on dit, les coordonnées sont toujours les plus mal chaussées. Et par moment, moi, j'ai mes copines derrière qui me disent, Amandine, applique tes propres conseils. Mm. Ok, effectivement. Donc, voilà, c'est que finalement, dans ma vraie intimité, ce que je montre pas et dans ma vie personnelle, il y a des moments où moi-même, je suis une coachée, quoi. Je suis moi-même Mm. une femme qui a besoin d'aide, qui a besoin de lumière. Et bon, heureusement, j'ai des amis en or pour ça et qui me connaissent bien et qui ont vécu un petit peu tous mes événements de vie, d'ailleurs, qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui. Donc voilà, donc pour commencer, ça, je suis complètement d'accord.
Mais on Yes. va aborder le sujet peut-être dont je t'ai Yes. parlé un petit peu plus tôt. Ok. Donc, si je comprends, c'était la question là où j'avais eu besoin un petit peu de précision. Oui. Ou à La... quel moment Ouais, c'est ça. La question, du coup, c'est quel moment de ta vie, en fait, a été vraiment difficile et challengeant pour toi par rapport à cette thématique de vie pro, vie perso en tant que coach oui. que tu abordais? Ah oui, c'est ça. Alors en fait, moi dans mes coachings, il y a la possibilité de me joindre tous les jours. Et en Mhm, fait, moi qui trie selon les aperçus. Alors en semaine, évidemment, je réponds classiquement aux horaires de bureau, on va dire, tous mhm, les jours, comme ça, dès que je suis pas en call, dès que je suis sur des moments où je peux. Donc c'est-à-dire que je me retrouve à cuisiner, faire mes courses, mon rangement avec des vocaux de toutes mes coachées et j'adore ça, il n'y a pas de souci, je mets mes écouteurs et puis je suis dans ma bulle. Mais ça me permet d'avancer vraiment efficacement et c'est comme ça que je fonctionne. Je sais que c'est une énorme charge mentale. Il y a beaucoup de coachs qui me diraient c'est pas possible, tes heures sont pas comptées, c'est irréel, machin. Mais moi, c'est comme ça que je fonctionne et au moins je suis satisfaite. mhm, J'ai moins besoin de faire des séances à proprement parler, ce que je trouve un peu plus scolaire et qui peut faire peur dans mon thème, un petit peu dans ma niche, les relations toxiques, parce que souvent il y a des personnes qui ne doivent pas être là à la maison au moment où on fait les séances, ou des mhm. enfants, ou de maman, c'est délicat. Donc, je préfère être directement dans leur intimité, dans le vif du sujet, et puis elles me partagent tout. Et c'est à moi de faire le tri. Et oui, des fois, je dois dégrossir des vocaux de 18 minutes, fois 5 ou fois 6. Mais je me débrouille et au final, c'est mon problème. Voilà, c'est à moi de Mhm, gérer, c'est à moi de mettre mes limites professionnelles et personnelles. Mais effectivement, voilà, c'est pour dire que j'ai cette amplitude, on va dire, de travail qui n'a pas vraiment enfin, comment dire, qui a pas vraiment de limite, si ce n'est que c'est moi qui décide à un moment donné de ne pas répondre ou de dire à mes coachés, on verra lundi, etc. Elles sont déjà briefées, elles ont une plateforme où il y a marqué les horaires où je réponds. Et je leur dis, dans certains cas, en fait, avant, je dis avant parce que ça date du coup de l'événement en question dont je vais te parler juste après. mhm, Il y avait en fait une petite alerte quand on m'envoyait urgent. En fait, j'avais une petite alerte et du coup, ça faisait que même quand j'étais en silencieux, je voyais en fait le message. Alors, malheureusement, il y a des personnes qui du coup l'avaient utilisé, enfin malheureusement, dans des circonstances adaptées la nuit. Donc, ça m'a réveillée. Des fois, ça me sollicitait très tard le soir au moment où je m'endormais. Donc, effectivement, là, j'ai vu les limites en tant que coach parce que personnellement, j'avais besoin d'être en forme, reposée, donc de bien dormir au moment où je me suis mise au lit, alors que à ce moment-là, quelqu'un dans mes coachés me sollicite. Et pour le lendemain, je me disais, mais en fait, je vais amputer un peu de l'énergie pour mes coachings du lendemain. mhm, Voilà, donc ça, je l'avais déjà un petit peu perçu. Et puis, au fur et à mesure, on va dire, de toute je sais pas, mon expérience professionnelle, j'ai vu aussi que ça n'avait pas vraiment comment dire, je trouvais ça un petit peu je sais pas comment dire en fait, trop prétentieux. Ouais, je trouvais ça un petit peu trop prétentieux de dire que je suis tout le temps là pour elle. mhm, Dans le sens, si elle déclenche l'alarme, je suis là tout de suite. Parce que malheureusement, il y a une fois où j'étais dans l'eau en train de surfer en octobre et je m'en suis voulu à mort parce que j'avais dit je serai toujours là. Et en fait, c'est pas possible. C'est pas possible d'être toujours là. Et du coup, j'avais une responsabilité qui n'était pas possible en fait. Je me donnais une responsabilité. Je voulais, hein, il y avait la volonté, mais mhm. c'était irréalisable. Donc, j'ai eu de la culpabilité, j'ai eu du regret, puis j'ai fait mon deuil de cette urgence et j'ai décidé que j'enlevais l'alerte. Et du coup, j'ai expliqué qu'il fallait m'écrire urgent avant les vocaux ou les messages et à la fin. Comme ça, je voyais au début si jamais j'étais sur mon téléphone et à la fin, comme dernière notification sur WhatsApp. Comme ça, je voyais vraiment les personnes qu'il fallait tout de suite que je traite, Mhm. imagine, etc. Mais il n'y avait plus cette omniprésence de la coach pour aider à des moments bien particuliers. Voilà, donc ça a été un gros lâcher-prise. Ça a été Ouais. très, très compliqué. Mais on va dire que le moment le plus complexe, ça a été surtout l'affrontement de ce moment-là, en fait, et de cette prise de décision dans ma vie personnelle, et notamment dans mon ex-relation de couple, du coup. Mhm. En fait, cette alerte-là m'a dérangée, mais moi, pas vraiment, hein, mais moi, c'était. Je dis d'ailleurs à mes coachés, dérangez-moi. Dérangez-moi, et Ok. c'est moi qui décide. Voilà. C'est moi qui dégrossis si à l'instant T, vous avez déjà les clés ou pas pour vous débrouiller toute seule, si ça peut attendre demain matin, ou si vraiment là, il y a une urgence et je vous aide. Voilà. C'est à moi de dégrossir. Donc oui, je suis toujours un petit peu sur le qui-vive et je lis tout le temps les aperçus, mais je ne réponds pas systématiquement maintenant, du coup, avec l'urgence. Là, on était dans la phase de transition de l'urgence pour vous Mhm. resituer.
j'étais encore en train de refixer un peu mes marques et de réévaluer comment je pouvais être présente sans trop l'être et sans avoir trop cette charge mentale de me dire t'es responsable, tu dois être tout le temps là. Oui, j'ai aussi une vie privée, j'ai aussi des moments où je suis pas dispo sur mon téléphone, où je veux dormir par exemple. Et en fait, ça a surtout dérangé mon compagnon. Voilà. Pour être honnête, ça a surtout dérangé mon petit copain du coup, il y a encore 2 semaines, malheureusement, avec qui ça faisait 7 mois et qui m'a choisi telle qu'elle, on va dire. Il savait dès le départ le contexte, il n'y avait pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas pareil de le savoir et de le vivre. Donc, on va dire que je pense que petit à petit, ça a un peu grignoté certains points de la relation, puisque on revenait souvent au sujet de coupe ton téléphone le soir, et je lui disais que je peux pas. C'était pas possible en fait, et c'était un choix, et là-dessus, je suis très têtue. Mhm. Et du coup, forcément, conflit. Qui dit non dit conflit. C'est le thème principal de tous mes coachings. Donc, poser des limites, comment, communication non violente, etc. Et puis, en fait, à un moment donné, ça a dérivé, lui comme moi, sur de la communication violente, donc la communication non efficace. Et puis, ça a fait des petites brisures, ça a abîmé la relation, de se dire des mots qui blessent. Et puis, bon, voilà, dans ce contexte-là, je voyais que c'était pas possible de garder ce travail. C'était pas quelqu'un qui souhaitait me soutenir. Et ça, c'est pas possible pour moi dans mes valeurs de couple. C'est quelqu'un qui, malheureusement, avait plein de choses que j'adorais, mais il y avait des choses totalement incompatibles avec ma vision professionnelle. Notamment cette hyper disponibilité. Alors, plus comme avant avec l'urgent, mais cette capacité de pouvoir à tout moment se dire, bon, là, je vais me coucher, je fais juste le check-up de est-ce qu'il y a un urgent avant de dormir? Non, c'est bon, je vais dormir, vraiment. Et je lâche et je dors. Et le reste, on verra demain. Et je pourrais dire à mes coachés, à 23h, je dormais. Voilà, donc je te réponds pour maintenant. Et même pas à dire désolé parce que ça fait partie aussi du processus, quoi. Il y a des Mhm. moments et elles le comprennent très bien. Donc c'est moi qui me mettais surtout une pression énorme. Et en général, elles sont surtout là, je suis désolée de te déranger à telle heure, nanana. Mais c'est surtout moi qui leur avais dit dès le départ, dérangez-moi, c'est comme ça qu'on avancera pour vous. Ok, mais à condition de moi pas avoir trop de conséquences sur ma vie. Donc c'est comme ça qu'après j'ai réajusté. Donc voilà, du coup, Alexandra, effectivement, on n'est pas invincible, la preuve, hein, puisque ça a mis en question ma relation de couple là qui durait depuis 7 mois. Et alors, on n'est pas invincible, oui, parce que il faut à un moment donné jongler avec les Mhm. deux, le couple et le perso. Et moi, je suis contente parce que je suis allée dans le sens de mes valeurs et de ce qui m'animait vraiment au fond de moi. Mais j'avoue que émotionnellement, c'est dur encore, parce que je suis en plein deuil du coup. Et voilà, j'ai dû dire au revoir à une personne que j'apprécie encore énormément et avec qui j'ai pas de regrets à proprement parler, mais je me dis, ouais, à part ça, ça fonctionnait super bien. Il y avait des choses sur lesquelles ça fonctionnait super bien. Mais, euh, mais on va dire que le travail, c'est ce travail-là et ce mode de fonctionnement-là, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit soutenir à 100% dans le couple. Et c'est quelque chose qu'on doit être en capacité de pouvoir comprendre du côté de mon partenaire plus que, je sais pas, un attrait physique, etc. Enfin Mhm. bref, ça a tellement d'importance pour moi que ça a été un peu rédhibitoire. Et donc voilà, pour revenir sur la faiblesse, c'est que c'est pas parce que on donne plein de conseils au quotidien sur la gestion de sa relation de couple, qu'il n'y a pas de communication non violente, qu'il n'y a pas de conflit, etc., que les limites sont faciles à poser, parce que moi, ça n'a pas été facile, hein, pour être honnête, ça s'est fait en plusieurs semaines, hein, le fait de rompre. Ça a été officiel vraiment il y a quelques jours, là, du coup, il y a 2 semaines. Mais ça s'est fait sur un certain temps et c'est difficile. C'est difficile de poser ses limites et je le comprends d'autant plus en séance quand je l'aime. Et oui, je suis bien passée pour ça. Moi aussi, j'aime quelqu'un et je subis aussi une situation comme toi. Donc voilà, on évite au maximum dans les thérapies de projeter, comment dire, de faire tomber le masque, on dit Mhm. souvent. Bon, c'est un peu. Bon, allez, j'ai vu des réels comme ça. Bon, je fais tomber le masque de la psychologue. Oui, mon ex était pareil, blablabla. En fait, moi en coaching, j'ai cet avantage de pouvoir parler de subjectivité et de pouvoir faire des ponts avec ma vie. Donc, disons qu'il y a déjà des coachés qui sont au courant de ma rupture parce que je leur ai dit, écoute, on est deux. Et là, c'était Mhm. là, c'est pas vrai. Et j'étais là, bah oui, on est deux. Et là, c'était là, mais attends, mais je comprends pas. Et je leur livrais ça en mode, en fait, voilà, il se passe ça de mon côté, mais je te le dis pas pour que tu me réconfortes. En fait, c'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de te dire, je suis avec toi, mais genre vraiment. C'est-à-dire qu'on vit les choses ensemble. Et là, Mhm. c'est pas seulement en tant que coach, c'est aussi en tant que femme. Et c'est vrai que je tisse des liens un peu particuliers avec mes coachés. Donc,
assez différent, je trouve, des thérapies classiques que j'ai pu voir ou que je vois encore, où il y a vraiment cette distance professionnelle de je parle pas de ma vie perso. Moi, au contraire, j'adore leur en parler. Comment ça s'est passé en toi? Parce que tu nous as parlé que c'était difficile émotionnellement. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là quand finalement tu as dû faire un choix entre ta vie pro et ta vie perso? Bah, ce qui s'est joué, c'est un peu ce que tu viens de dire, Alexandra. C'est un mélange de bonheur perso et bonheur pro. Et je me suis Mmh. dit, qu'est-ce qui finalement, là, est le plus compatible avec mon bonheur à l'avenir? Parce que j'ai une vision très précise de ce que je veux à l'avenir. Et on va dire que je vois facilement un peu les bâtons dans les roues maintenant, parce que j'en ai eu tellement dans ma vie que maintenant je les repère. Alors, les repérer, c'est une chose. Faire en sorte qu'ils disparaissent, c'en est toute une autre. Et là, je pense que ma meilleure amie qui est derrière, elle entend, elle doit se pouffer de rire parce qu'elle elle était là dans les moments où j'avais bien identifié les bâtons, mais je ne les ai pas fait sortir. Je continue à pédaler en me disant ah, ça va aller, jusqu'à me péter la gueule. Mais effectivement, ouais, c'est ça qui s'est joué surtout, c'est que je me suis dit, ok, je vois très bien la Amandine de dans je sais pas combien d'années. Qu'est-ce qui est compatible avec ça, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et en fait, ben, effectivement, il y aura peut-être encore des réajustements professionnels sur encore le urgent, les disponibilités, tout ça. Par contre, ça, c'est mouvant et c'est moi qui le décide. Et Mmh. comment dire, c'est pas subi, c'est vraiment décidé. En revanche, la partie émotionnelle que je subissais en quelque sorte avec mon partenaire, c'est que il me donnait pas le choix. À la fin, ça devenait presque, c'était imposé de me dire, ben non, le soir, c'est nos moments de qualité, etc. Ce que je comprends, ce que je respecte, mais malheureusement, des fois, ils sont sécandés par une alerte, une notification, parce que du coup, il n'y avait plus les alertes à ce moment-là, mais c'était sécandé par un message, et puis juste le fait de lire, ok, bon, ça va, je verrai demain matin, ça peut attendre, ça. Mais voilà, d'avoir cette interruption, voilà, c'est comme ça qu'il a appelé ça, cette interruption et ce filtre avec mon travail en permanence, lui, ça lui posait problème, moi pas parce Mmh. que j'ai pas des horaires de bureau définis et moi j'ai vraiment besoin d'avoir cet accompagnement-là pour l'instant, en tout cas, on verra plus tard, mais moi j'apprécie vraiment ça. Et du coup, bah, c'était incompatible pour moi et je me suis dit, bah, allez, j'ai 27 ans, il veut pas, bah, je vais pas insister. Moi, par contre, je sais ce que je veux et je vais pas abaisser mes standards, je vais pas changer ma vision parce que la personne en face de moi dans mon couple bah, n'apprécie pas ça en fait. Mmh. Je ne me suis pas remise en question et j'ai pas réévalué ça. Bien évidemment, j'ai essayé dans un premier temps de réévaluer des choses. J'ai vu que ça ne marchait pas. C'est-à-dire que lui, c'était vraiment euh, c'était à la fin, c'était plutôt à imposer. C'était Mmh. pas modeler, etc. Donc c'est là où j'ai dit, bah, c'est incompatible avec ma vision, c'est incompatible avec mes souhaits. Donc bah, c'est ce côté-là qui s'en va, pas le côté pro. Et du coup, pour surmonter cette étape, en fait, pour te dire, OK, bah, je fais ce choix, comment est-ce que tu as pris la décision? Qu'est-ce que tu as mis en place? Quels conseils, est-ce que tu peux partager, du coup, que tu as appliqué cette fois, aux personnes qui nous écoutent? Alors, j'ai énormément de choses à dire. Je vais essayer d'être super concis. Déjà, dans un premier temps, de ne pas rester dans cette situation seule, pour être honnête. C'est la première chose que j'aimerais vous dire et que ce soit avec quelqu'un de perso ou de pro, dans le sens où si vous avez des amis qui sont en capacité de vous écouter, rien que de vous écouter, c'est déjà une énorme aide, mais vraiment. De juste avoir quelques messages. En fait, quand je dis message, c'est ce qu'on vous renvoie comme message au travers de ce que vous vous expliquez dans une situation. Ça peut être au travers du téléphone, ça peut être, je sais pas, par un appel téléphonique, par texto, bref, peu importe. Mais voir un peu ce qu'on vous renvoie. Parce que des fois, vous ne voyez pas toujours les red flags, vous ne voyez pas toujours les choses objectivement dans votre situation. Et d'avoir une personne un peu externe, même si elle est un peu biaisée, la relation, parce qu'elle est forcément subjective via votre relation à vous personnelle, Mmh. ça peut déjà vous aider. C'est-à-dire que moi, très clairement, je sais que mes deux meilleures amies, c'est des piliers dans ma vie parce qu'elles ont toujours un peu fait office de garde-fou. C'est qu'il y a des choses, ça dégage. Non, ça, Amandine, ce n'est pas possible. Et des fois, je suis tellement optimiste et je sais que c'est ce qui fait aussi la personne que je suis. Hein, c'est que j'ai surmonté plein de choses et c'est ce qui fait que je suis encore debout aujourd'hui et que je serai toujours toute ma vie debout, je pense, j'espère. Je touche du bois quand même, parce qu'on ne sait jamais. Mais effectivement, voilà, c'est cet optimisme-là, à certains moments, il m'a porté préjudice. Et mes meilleurs amis, mon entourage, même mes parents, bah, ça a été les meilleurs indicateurs de attention, danger. Voilà. Là, c'est un red flag, à un moment donné, tu l'avais pas vu. C'est juste, attends,
T'as remarqué ça? Voilà, ça, je trouve que c'est un premier élément d'en parler à une personne, en tout cas, qui est en capacité de pouvoir nous aider sans nous juger. Parce qu'il peut y Mm. avoir des situations où on va avoir peur du jugement. Et moi, je sais qu'il y a des personnes avec qui je peux tout dire. Voilà. Et forcément, il y a toujours une petite crainte au début. Oh oui, on va penser ça, j'ai peur. Eh bien non, il faut se dire que si on joue le jeu de on est amis, il y a une relation de confiance, on doit être en capacité de pouvoir montrer notre vulnérabilité. En tout cas, pas n'importe qui, mais au bout d'un certain moment, quand on a une vraie relation comme ça, on doit pouvoir être en capacité de faire ça. Et si c'est pas possible dans notre entourage perso, je vous conseille de le faire avec un professionnel dans le sens où à n'importe quel moment, vous pouvez avoir un rendez-vous sur psychologue.net ou sur Mm. déjà un thérapeute pour commencer. Et puis si vous le sentez, mais bon, il y a un peu tout et n'importe quoi sur Instagram, un coach ou quelqu'un, un consultant sur Instagram. Mais voilà, pour être honnête, en parler, c'est déjà la première chose à faire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je l'ai fait à deux niveaux. Je l'ai fait et avec mes meilleures amies et avec deux thérapeutes d'ailleurs. Parce que j'en ai un qui me suit toujours pour les troubles du comportement alimentaire parce que quand on a été victime, quand on est malade de troubles du comportement alimentaire, c'est un peu à vie, malheureusement. Donc, en tout cas, ça nous guette un peu à vie, même s'il y a des moments où tout va bien. Donc, j'ai des check-ups réguliers avec lui. Et puis, une autre personne, du coup, bien spécifique par rapport à cette situation. Donc, moi, j'ai demandé un petit peu dans trois dimensions différentes, Mm. voilà, trois avis, mes amis, mon cercle d'amis, un thérapeute psychologue et un psychiatre. Vous voyez, j'ai demandé quand même conseil à pas mal de monde, alors que je suis quand même coach en relation, hein. C'est quand même très drôle. Et ensuite, après, je me suis accrochée à mes valeurs. On va dire que Mm. c'est un peu ce qu'on m'a renvoyé. Mais dans les trois dimensions, ce qu'on m'a renvoyé, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pour toi est logique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui te fait du bien? Est-ce que c'est normal? Voilà, ta normalité. Voilà. On m'a renvoyé mes choses très personnelles et je me suis accrochée à ça et je me suis dit, OK, je vois finalement là où ça ne fonctionne pas. Là où je vais devoir subir, et qui dit subir dit une part de souffrance forcément. Et j'ai décidé que non, parce que souffrir des fois ça vaut le coup, mais là ça valait pas le coup. Donc là j'ai Mm. dit non. Ok, c'est super intéressant que tu parles des valeurs parce que je trouve que c'est vraiment en fait le truc à faire en premier, connaître tes valeurs, savoir ce qui est vraiment important pour toi. Et souvent, je sais pas toi, mais en coaching, tu échanges avec des femmes qui n'arrivent pas à te dire leurs valeurs, elles savent pas ce que c'est. C'est un exercice super difficile et c'est très abstrait souvent. Et donc, je trouve que c'est bien de le rappeler parce que c'est un exercice qui est primordial en fait. Ah oui, complètement. Ouais. Moi je le fais très très souvent dans. En fait, je le détourne un peu sous forme de principe. En Mm. fait, qu'elles verbalisent leurs valeurs pour que moi, d'emblée, je sache. Et ça me donne aussi des conseils, pour moi, l'approche que je vais avoir avec elles. Parce que si, par exemple, d'emblée, elles mettent, je sais pas, l'empathie, tout ça, je sais que je vais pouvoir beaucoup parler de moi en termes de subjectivité dans le coaching et que ça va beaucoup les aider. En revanche, si je vois d'autres valeurs, je vais plutôt m'adapter. Mais effectivement, c'est aussi un exercice que je fais très précocement dans n'importe quelle approche, hein, que ce soit en consultation classique ou en coaching. Mm. Ouais. Ça. Carrément. Et du coup, si tu devais donner juste un conseil, qu'est-ce que c'est pour toi vraiment le conseil le plus important par rapport à toute la situation que tu viens de nous expliquer un petit peu? Mhm. Un conseil, alors déjà de ne pas avoir peur de vivre des situations difficiles, vraiment. Dans le sens où c'est pas parce qu'on vit une situation difficile qu'on est condamné à vivre que des situations complexes ou d'être condamné dans cette situation complexe. Euh, En fait, il faut pas non plus chercher à se dire oh, allez, c'est pas grave, ça va bien se passer, genre positivité toxique, certainement pas. On vit une situation difficile, c'est une situation difficile, point. Il y a de la souffrance, il y a des difficultés, ok. Mais il faut se poser à un moment donné. Si on est en capacité de le faire et de relativiser en mode qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je mets en place. Parce que je ne vais pas rester dans cette situation éternellement, dans cette souffrance, dans cette latence, peu importe. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Est-ce qu'il y a des choses? Si déjà d'emblée, il y a le problème, moi j'aime bien faire ça sur un carnet, je mets le problème dans une bulle et je fais des traits. Ok, Mm. mettre en place. Si d'emblée, il n'y a aucun trait de ce que je peux mettre en place, en fait, je la subis, cette situation. Donc, je lâche prise. En fait, je peux rien faire. Enfin, typiquement, par exemple, on va prendre un problème que je prends souvent dans les croyances limitantes, c'est je veux être plus grande. Bah oui, mais tu veux être plus grande, mais tu fais 1,62 m, ma cocotte. Mm. Il y a un trait, à la limite, s'il y a un trait, non, deux traits, ok, il y a les talons, je vais mettre un talon, des talons, ok, je vais être provisoirement plus grande avec des talons, et deux, opération des genoux, ok, super.
En gros, c'est tout. Mais je veux dire, techniquement, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Donc, des fois, il y a des situations, bah, on subit. Et en fait, plutôt que de la subir, peut-être l'avoir sous un autre angle et se dire, bah, je l'accepte. Je Mm. lâche, j'arrête de me prendre la tête avec ça. Donc ça peut être une situation compliquée, hein, parce que là, je parle de quelque chose d'un peu bateau, mais finalement, je sais qu'il y a des personnes qui souffrent de leur taille, et ça peut être véritablement une sorte de souffrance et un problème au quotidien, en fait, pour un homme, une femme, peu importe, en fait. Et il faut plutôt, voilà, se dire, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et on essaye. Tant que ça ne fonctionne pas, on essaye tous les petits bâtons dont je vous ai parlé. Mm. Et en suivant, se dire, ben, c'est pas grave dans le sens où tout le monde, à un moment donné, vivra des situations compliquées. C'est surtout à chaque fois quel est l'apprentissage que j'en fais systématiquement pour éviter de refaire les mêmes erreurs. Mm. Vraiment, se dire, ok, c'est pas grave si je refais la même erreur. On va éviter. C'est pas, attention, tu dois éviter. Il faut, ce serait pas mal. Mais bien sûr, il n'y a personne qui va être là pour nous fouetter derrière, heureusement. Sinon, C'est clair. je vais les engueuler. Mais effectivement, ouais, c'est se dire, en fait, dans tous les événements de vie où il y a de la souffrance, il y a un moment donné où qui dit souffrance dit changement. C'est qu'on va vouloir sortir en tant qu'être humain de cette situation qui est désagréable du coup. Et normalement, il y a un apprentissage automatique. Et en tout cas, bien cerner cet apprentissage en lien avec la situation de souffrance de départ. Et ensuite, ben, quand on se retrouve face à cette situation, à X moment de sa vie, se dire, ah, ok, d'accord, non, je passe pas par ce chemin, ou alors j'y vais, mais je sais ce qui va se passer du coup. Je sais qu'il va y Mm. avoir France, et je sais que du coup, et nanana, parce qu'on aura pris le temps de vraiment décortiquer. Et de ne pas avoir peur, en fait, de se dire, ben, la vie, c'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours tout facile, mais de savoir dans quoi on s'embarque parce qu'on l'a déjà vécu, c'est déjà une grande force, je trouve. Comme là, je vais vous donner un exemple qui me concerne très, très, enfin, de très près, les relations de couple. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ah oui, non, mais moi, je me remets pas en couple, j'ai trop souffert. Je comprends. Il y a des blessures qui se créent quand on est en relation. Pour X ou X raisons, on peut avoir la trahison, une blessure de, je sais pas, d'abandon, enfin, plein de choses. Mais si après on se dit, ah non, 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 je connais, hein, j'ai retenu la leçon, hein, amour égale souffrance. Et oui, amour égale souffrance, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est joué? Voilà, si on commence à tout décortiquer point par point, qu'on en fait véritablement un apprentissage, en fait, au final, déjà, on en fait un apprentissage sur soi, aussi pour le restant de sa vie et pour les prochaines relations. Et finalement, de ne pas rester bloqué là comme ça, à se dire, ah non, il y a une souffrance qui va arriver, je fais rien. Rester dans la passivité. Et ça, c'est vraiment la pire des choses. Je vous conseille malheureusement pas de vous jeter dans la gueule du loup et de vous dire on verra, et de vous dire que c'est un peu les relations, là, dans ce cas-là, dans l'exemple que je viens de sortir, c'est un peu genre une partie de poker. C'est que on va mettre des jetons à un moment donné, alors pas tous en même temps, s'il vous plaît. On met son jeton, on prend le risque de gagner ou de le perdre. Mais c'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas prédire. On peut pas. Mais en tout cas, si vous jouez pas le jeu à un moment donné, ben, on ne saura jamais. Voilà. Et vous ne pourrez pas savoir si vous avez bien fait de mettre ce jeton ou bah, mal fait. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais dans le sens où, ah, ok, bah, maintenant je saurai que dans ce contexte-là, je ne sortirai pas mon jeton. Voilà, pour les joueurs de poker, les gens comprendront. Mais j'imagine qu'à ce moment-là, on peut se dire, quand ils font tous cette tête ou quand ils ont tous leurs cartes comme ça, je ne sortirai pas de jeton ou je ne sortirai pas ça. C'est un peu pareil dans la vraie vie finalement. Prendre des risques, mais à chaque fois, ben, évaluer en fonction de ce qu'on a déjà compris. Et aussi, dernier petit point, parce qu'après sinon je vais en parler pendant 45 ans, des personnes aussi qui ont peut-être déjà vécu des situations hyper similaires et en prendre connaissance. Alors, certes, on a tous nos singularités, donc on ne réagit pas tous pareil, on ne perçoit pas du tout les situations de la même façon, mais il y a quand même des choses qui se ressemblent, il y a quand même des situations très similaires. Surtout dans les relations toxiques, il y a beaucoup de schémas qui se répètent, il y a beaucoup de choses répétitives, voilà, des grands thèmes, des grands sujets. Donc, déjà, comprendre ce qui s'est joué chez les autres pour peut-être des fois s'identifier soi, comprendre ce qui se joue en soi et se servir des autres un petit peu comme raccourci. C'est ce que j'aime dire à mes coachés, c'est que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie et j'ai envie de vous faire prendre les raccourcis maintenant. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire le petit chemin tumultueux comme moi, vous allez prendre le petit raccourci là sur le côté, comme à Ikea, vous savez, quand vous voulez passer du rayon d'entrée à la sortie, bah, c'est de faire tout le tour. Et voilà. Donc, et ça va être au travers donc des échanges avec des coachs, avec des thérapeutes, hein. Peu importe, ça dépend à quel degré vous devez travailler. Des fois, c'est en complémentarité.
Et sinon, ça peut être aussi tout simplement au travers des podcasts. Et Mm. d'ailleurs, bah, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, donc je trouve ça très drôle. Mais moi, j'écoute hyper souvent des podcasts, enfin, tout le temps, quoi. J'adore. C'est vraiment une source d'apprentissage énorme. Mm. Je suis d'accord. Un podcast à conseiller du coup? Ah, psychologue.net, j'adore. Comment tu dis? Psychologue.net. Ok, je savais pas qu'ils avaient un podcast. Je dévore, enfin, je les ai tous écoutés. Et après, j'aime bien aussi, c'est Self Love Project. Bon, en gros, tout ce qui se rapproche de près ou de loin. Ah oui, j'ai peur, donc j'y vais. Ok. Ouais. Tout ce qui se rapproche en fait de près ou de loin aux relations, on va dire, à la psychologie, aux blessures Mm. et au travail un petit peu, parce que je le mêle aussi un petit peu à ma vie perso, moi, Mm. perso et du coup. Ouais. Et du coup, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui souhaitent échanger avec toi, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Ben, sur Instagram pour l'instant, sous le pseudo donc, de Amsdiary, donc Amsdiary. Euh, Yes. Initialement, c'était un peu mon journal intime, et puis je vous ai expliqué dans le processus, c'est devenu mon véritable journal intime dans le sens où bah, du coup, j'ai vraiment montré ce qui s'est passé dans ma vie. Mm. En tout cas, à Bali, j'ai tout balancé, bam, épisode par épisode. Donc les gens étaient rappellent. Mais bon, au moins, c'était dit et j'avais plus cette sensation de mentir un petit peu à la communauté et de dire, bah, voilà la vraie Amandine. Voilà à qui vous avez affaire en fait depuis le début, parce que j'étais déjà connue, on va dire, avec ma communauté, mais là, ils avaient vraiment les vraies pièces du puzzle importantes. Pas toutes, comme Mm. parce que c'est important de garder une part pour soi et sa vraie vie privée, pas sa fausse vie privée. Ouais. Mais il y avait des choses que je trouvais pertinent parce que j'avais réussi à prendre du recul et que j'avais dit voilà, j'ai vécu ça, 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 ça. Voilà pourquoi je suis comme ça. Vous comprenez mieux, les gars? Et j'ai un site qui est en construction, donc je sais pas trop quand est-ce qu'il verra le jour. Donc il s'appellera Amandine-Amandine. On verra. Ce sera mon nom et mon prénom en tout cas. J'ai déjà les noms de domaine, mais Ok. pas encore. Ça marche. Bon, bah, dans tous les cas, tu me l'enverras. Comme ça, je pourrais le rajouter à la description juste en dessous et les personnes pourront venir te contacter via ces deux canaux. Top. Merci beaucoup pour ce moment d'échange. C'était super intéressant. Tu as donné plein de clés. Tu nous as balancé une belle bombe. C'est clair. Punaise. Ouais, bah, c'est le but aussi, hein. Enfin, c'est le but dans le sens où bah fallait parler vulnérabilité, ben Mm. voilà. On Ouais. avait une Merci beaucoup pour ce moment et merci beaucoup pour ce partage du coup hyper intéressant, pertinent aussi par rapport à la thématique que tu abordes toi de ton côté. Donc c'était vraiment top. Merci beaucoup Alexandra, ça m'a fait plaisir de parler de tout ça. J'ai l'impression d'avoir un peu abordé 40 000 sujets que j'ai pas pu terminer parce que j'ai toujours envie de parler de 40 trucs en même temps, mais que je manque très souvent de temps. C'est pour ça d'ailleurs que l'espace de coaching est Mm. aussi, on va dire, pertinent pour mes coachés que pour moi. C'est que je suis une vraie pipelette. Et que du coup, bah, quand je veux parler d'un truc en particulier que j'ai repéré dans une situation de mes coachés, bah, ça peut Mm. prendre aussi de mon côté 18 minutes de vocaux. Ouais. C'est là-dessus voilà, bah, merci beaucoup à toi et j'espère que Merci. les se dévoileront tout autant et nous donneront encore plus de clés parce que bah, moi, je suis la première à écouter des podcasts et j'écouterai du coup les prochains, en tout cas de la pour, bah, pour aussi m'apporter des outils et des points de vue et des red flags, les fameux, pour se dire, Mm. ah, dans cette situation, telle personne a vécu ça, ok, et donc quel est l'apprentissage que je peux faire? Voilà, donc merci à toi, c'est vraiment intéressant ce que tu fais et puis tu es super agréable pour poser des Mm. questions. Merci. Merci, c'est gentil. Salut.